Je vais faire très court, moi j'y suis farouchement hostile. Ah, moi aussi. Voilà. Après, ce sera bien d'en débattre et expliquer pourquoi. Je crois que c'est très important. On a déjà eu un débat sur cette question il y a 3 ans avec les gens du revenu universel d'ici. On a eu un débat contradictoire. D'ailleurs, les gens du revenu universel de Montreuil ont d'ailleurs évolué à la suite de ce débat et ont commencé à se questionner sur la valeur ajoutée, alors qu'auparavant, ils se questionnaient simplement sur l'impôt. Et ça, c'est très important d'arrêter de se questionner uniquement sur l'impôt, mais de se questionner sur la valeur ajoutée, parce que le premier élément de prélèvement des richesses, c'est le salaire. C'est très simple, la valeur ajoutée, c'est impitoyable. Masse salariale plus excédent brut d'exploitation. Masse salariale, c'est la part des salariés, excédent brut d'exploitation, c'est la part du capital. Ça s'arrête là. Une fois qu'on aura tous compris ça, et qu'on aura compris ce que veut dire masse salariale et excédent des bruts d'exploitation, on aura tous compris où est l'enjeu. Ensuite, je finis. Les fonctionnaires sont dans le PIB. Hein. Le salaire des fonctionnaires est dans le PIB. On est d'accord. Ensuite, effectivement, 15% d'ailleurs. Ensuite, effectivement, il y a un deuxième enjeu, c'est que si jamais nous entrons dans le revenu universel sans questionner la valeur ajoutée, tout le pouvoir sera extérieur aux citoyens, c'est-à-dire que le citoyen n'aura même plus aucun pouvoir à l'intérieur des entreprises pour pouvoir agir sur les modes de production. Et aujourd'hui, effectivement, le salariat n'a plus conscience de lui-même, donc il n'agit plus sur les modes de production. Mais le véritable problème, le véritable enjeu, il est là. C'est-à-dire comment refaire rentrer du citoyen chez les salariés. Ça, c'est un véritable enjeu. Et grosso modo, on peut réduire le temps de travail. Hein. Je pense que c'est très simple, on réduit le temps de travail. Et si on doit tous faire 20 heures, eh bien on fait tous 20 heures. C'est aussi simple que ça. Mais il ne faut pas lâcher la notion de travail, y compris salarié. Y compris salarié. Parce que là, ça devient un monde dissocié où vous allez avoir les détenteurs des modes de production, et je finis là-dessus, qui entraînent progressivement non pas simplement le producteur dans leur chiffre d'affaires, mais aussi le consommateur. Aujourd'hui, c'est l'intégration du consommateur en tant qu'agent de production dans la force, en tant qu'agent de production gratuit est commun. Par exemple, on appelle ça un consommateur, par exemple, et je finis là-dessus, quand vous montez votre meuble Ikea, vous donnez de la force de travail gratuite au concepteur de meubles. Quand tu te sers de l'essence à la station-service alors qu'il y avait un pompiste, tu fais le boulot du total. Tu fais le boulot total. Quand tu vas tirer de l'argent à ton machin, tu fais le boulot du quichetier qui te donnait ton espèce. Exactement. Et en plus, tu payes ta carte bleue. Alors, mais par contre, tout à l'heure, tu disais que tu n'étais pas pro-Gors. Néanmoins, Gors, il y a un mot dans son travail, dans son bouquin sur le travail, dit on ne peut pas utiliser le mot travail sans le qualifier. C'est ça. Il le qualifie en disant le travail salarié. Parce que si on parle du travail sans le qualifier, on parle d'une activité. Donc effectivement, c'est un point très important. Le travail doit être qualifié comme salarié. Nous n'avons pas les problèmes de l'activité d'un cueilleur du Néandertal qui cueille ses fruits. Voilà. On est dans un travail salarié. Et les questions qui se posent, c'est par rapport à la notion de travail salarié, qui n'est pas prêt de terminer quand même s'il y a des tas de mutations quand même. Hein, voilà. Et pour le revenu universel, il faut savoir que ça vient de la tendance la plus libérale et libertarienne de la droite américaine. Nixon. Oui, Nixon, mais qui était repris par notre parti. Qui, d'après toi, est habilité à définir la valeur économique du travail? Je ne suis pas assez économiste, mais je pense que les économistes disent que c'est Est-ce que tu veux conclure? Il y a plusieurs interprétations. Oui, vas-y, on t'écoute. Ok, c'est gentil, je ne vais pas... Ah, c'est normal. Donc nous avons laissé les conclusions à tirer. Merci. Bon, je suis désolé. Alors effectivement, nous avons abordé deux aspects différents où la question de la laïcité et de l'universalité a été un peu au centre de nos réflexions.
Donc tout d'abord, on a fait une première étape qui était autour de l'école, mais je voudrais quand même saluer la présentation qu'a fait monsieur pour les apostats, parce qu'effectivement, dans un système vraiment laïque, on ne pose pas la question aux personnes de savoir si elles conservent ou elles quittent leur religion, si elles changent de religion pour aller dans une autre religion. Normalement, la liberté de conscience apportée par la laïcité doit permettre ça en toute simplicité. Ce n'est pas pour critiquer votre combat, vous avez tout à fait raison de soutenir ceux qui ont des difficultés justement à faire ça. Donc effectivement, lorsque l'on regarde les questions de laïcité, d'universalité, on s'aperçoit que c'est très très lié, et en particulier sur les questions de solidarité. Si on regarde la laïcité telle qu'elle s'est mise en place, elle va casser un certain nombre de choses. L'école ne va pas être une école liée à la religion. Les aides, la solidarité ne va pas être liée à la charité, mais au contraire va être universelle. C'est-à-dire que dans notre société, il y a une nécessité, parce que, comme l'a dit André tout à l'heure, nous sommes humains. Dans cette humanité, nous avons forcément, on se reconnaît tous dans cette humanité, et c'est ce qui va créer ce groupe social, ce qui fait société. Alors, effectivement, la dimension de la sécurité sociale, je vais aller très très vite parce que je crois que vous en avez un petit peu assez, en dehors de l'aspect d'aide, par rapport aux accidents du travail, par rapport au fait qu'on n'est plus en capacité de travailler, qu'on doit pouvoir profiter de sa retraite. Après le travail, il y a une sorte de repos mérité. Il faut reconnaître qu'au-delà de l'aspect technique d'aider les individus, il y a effectivement la construction d'une forme particulière de société. Alors notre ami Michel l'a qualifié en disant cette forme française, une sorte un peu de cocorico, effectivement, que je ne critique pas, que je constate seulement, mais effectivement, ce n'est pas la forme anglaise et ce n'est pas la forme bismarckienne. Elle est particulière. Alors effectivement, elle est particulière dans une construction historique précise, fin de la Seconde Guerre mondiale, fin du fascisme, fin de ces horreurs, et on accouche de cela. Ça, c'est quand même un point important, c'est-à-dire que derrière la dimension sociale, il y a cette dimension de politique, c'est-à-dire on accentue la capacité à faire peuple. Quand je dis peuple, c'est au sens peuple politique, c'est au sens de démos, c'est pas au sens des ethnies, bien évidemment, c'est au sens de peuple politique qui a conscience de ce qu'il est, qui a conscience de la force politique qu'il représente. Alors, je pense que nous avons de nombreux chantiers devant nous, c'est loin d'être fini. Nous savons très bien qu'avec les débats qui ont lieu actuellement, on parlait du budget et de toutes les attaques qui vont être faites à n'en plus finir, et l'extrême droite va certainement rajouter son grain de sel là-dessus, notre modèle social, même s'il a des difficultés, nous devons nous battre pied à pied pour le conserver et l'améliorer. Et il y a des possibilités et des voies d'amélioration. Il n'est pas caduc, il n'est pas fini. Il est encore très brillamment en service, mais attaqué de toutes parts. Voilà. J'ai dit, je termine juste sur une chose. Donc, je suis Thierry Mény, j'aurais dû me présenter au départ. Je suis le président de l'Association des libres penseurs de France, donc qui est une association qui milite pour la libre pensée, pour la liberté de conscience. Nous sommes une scission de la Fédération nationale de la libre pensée, scission qui a eu lieu en 1995, parce que dans les statuts historiques de la libre pensée, nous ne pouvons pas être agrégé à un parti politique, quel qu'il soit. Le libre penseur peut faire de la politique, peut participer à un parti politique, mais il n'a pas le droit d'être, l'association ne peut pas être liée avec un parti politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui nous différencie, donc la FNLP est liée avec une branche du POI, des Lambertistes. Le deuxième point qui nous différencie, c'est que nous ne réservons pas nos attaques uniquement contre le catholicisme.
nous considérons que toutes les religions, quelles qu'elles soient, sont critiquables et sont quelque chose qui empêche la liberté de penser et la liberté de conscience. Voilà, j'ai dit. Je vous remercie de votre écoute. Bon, Alors, quelques